Alors, j'appelle Monsieur Pedro qui va nous présenter la reconstruction 3D en IRM du pelvis de l'enfant, segmentation des structures osseuses par intelligence artificielle. Bonjour, je m'appelle Paul Perrault. Contrairement à ce que les supposés, je porte, je suis interne de chirurgie pédiatrique en neuroviscérale thoracique à Lyon. Et je vais vous présenter mon travail de Master 2 que je viens de terminer sur la reconstruction 3D en IRM du pelvis de l'enfant, et en particulier l'application de l'intelligence artificielle pour aider à cette reconstruction 3D, sous la direction du professeur Sabine Sarnaki, qui est la chef de service de Necker, et le professeur Isabelle Bloch, qui travaille à l'école Paris-Tech. Donc le contexte de ce projet, c'est la constatation que la chirurgie guidée par l'image est de plus en plus importante, mais qu'au niveau de la chirurgie pédiatrique, il y a une certaine latence pour l'application de cette technologie, en particulier dû au fait que pour pouvoir faire des reconstructions 3D chez l'enfant, c'est difficile puisqu'on utilise principalement l'IRM chez l'enfant pour des raisons d'irradiation, et qu'il y a très peu d'outils informatiques pour faire des reconstructions 3D à partir de l'IRM, contrairement au scanner. Et donc il y a besoin de développer beaucoup d'outils de semi-automatisation afin de permettre aux chirurgiens de pouvoir faire sa reconstruction 3D de manière autonome sans devoir passer par des radiologues qui sont déjà débordés, qui ne peuvent pas faire ces reconstructions 3D de manière quotidienne sur l'IRM vu qu'ils n'ont pas les outils adaptés. Au niveau de Necker, il y a eu une recherche clinique qui a été démarrée avec une inclusion de patients de 3 mois à 18 ans, d'enfants qui sont atteints soit de tumeurs, soit de malformations pelviennes. Donc le contexte sur cette constatation, un laboratoire a été créé au niveau de l'Institut Imaging qui est incubé au niveau de Necker, c'est pas l'IMAG 2. Pour l'instant, il y a 96 patients qui ont été inclus, 42 tumeurs et 41 malformations. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont déjà été faites avant mon arrivée dans le Master 2. En particulier, le protocole d'acquisition de l'IRM sur l'IRM 3T qui permettait de faire la reconstruction 3D a été faite. Et quelques outils dont déjà ont été faits, en particulier pour faire la reconstruction du bassin et de la vessie. Mais les vaisseaux étaient en cours au moment où je suis arrivé. Il y a aussi le docteur Cécile Muller qui travaille sur la tractographie, qui est une technique qui permet de visualiser les nerfs périphériques pelviens, qui est pour l'instant surtout utilisé sur le cerveau et qui là est en train d'essayer de développer pour le pelvis, afin de visualiser par exemple en particulier quand il y a des tumeurs, le trajet des nerfs, de manière à pouvoir planifier les opérations et d'être le moins délicat possible pour l'enfant. Donc il reste encore beaucoup de choses à implémenter au niveau de ce projet, en particulier le sacrum, tout ce qui est digestif, les muscles, beaucoup de choses encore. Donc là où pour moi ce projet était particulièrement intéressant, c'est qu'avant d'être inclus en chirurgie pédiatrique, j'ai eu le plaisir d'être ingénieur en recherche et développement informatique. J'ai travaillé 5 ans en Californie en recherche et développement. Et donc j'ai appris mes études assez tardivement. Et donc ce qui m'a permis sur ce projet-là en fait d'être assez autonome et de pouvoir travailler à la fois sur la partie clinique, l'inclusion des patients, connaissance anatomique, et du coup de programmer moi-même les outils dont j'avais besoin pour poursuivre ce projet. Donc j'ai finalement décidé de faire une approche par intelligence artificielle, qu'on appelle segmentation sémantique par réseau neuronal profond. Ça fait un peu peur comme ça. Je vais essayer de l'expliquer un peu de manière, on va dire, intuitive. On a en fait le cœur finalement de cette intelligence artificielle, ce qu'on appelle un réseau neuronal artificiel, qu'on voit ici au milieu de l'image. Ici, je vais l'illustrer par une photographie. Évidemment, il faut imaginer qu'en fait, ce sera une IRM qu'on utilise. Et voilà. Donc au milieu, on a un réseau neuronal artificiel qui est fait finalement d'interconnexions, de calculs élémentaires, qui va faire des milliers de calculs avec des milliers d'interconnexions, un peu comme le cerveau humain finalement. Et ici, en fait, ce qu'on va essayer de lui faire apprendre sur cette illustration, c'est qu'on lui donne une photographie, et on aimerait que pour chaque pixel de la photographie, il identifie quelle est la classe du pixel, par exemple. Où sont les bateaux, où sont les océans, où sont les terres, et tout ça. Pour nous, du coup, on va lui fournir une photo, ce qu'on aimerait qu'il obtient. Il va faire un calcul compliqué, on va dire, et il va comparer après son résultat avec ce qu'on aimerait qu'il obtienne. Il va regarder là où il a fait des erreurs, et après, en modifiant de lui-même ses interconnexions à l'intérieur du réseau neuronal, il va essayer de petit à petit converger finalement vers ce que nous, on aimerait qu'il fasse. Et en répétant, en lui donnant beaucoup d'exemples d'entrée-sortie, finalement, il finit par apprendre tout seul, petit à petit, à essayer de mimer ce qu'on aimerait qu'il apprenne. Donc, dans notre cas, pour nous, évidemment, c'est des IRM. Et donc, pour pouvoir appliquer ça à notre travail, on a besoin d'abord de créer une sorte de base de données d'IRM avec des segmentations correspondantes,
Donc il y a un travail un peu fastidieux à faire initialement qui consiste à prendre coupe par coupe de l'IRM et de colorier les structures d'intérêt à la main qui nous intéressent. Évidemment, nous, on ne se concentrait pas. Pour mon travail de recherche, je me concentrais sur le tissu osseux, mais le but final, c'est quand même de faire beaucoup plus de structures que le tissu osseux. Et donc, en prévision de ça, j'ai segmenté l'artère, les veines, la vessie, beaucoup d'autres choses, de manière à constituer une base de données. Donc au niveau de la méthodologie pour après valider les résultats qu'on aurait avec l'intelligence artificielle, on crée ce qu'on appelle une validation croisée en 5 groupes. En fait, on crée des groupes dans lesquels on garde une partie des IRM pour l'apprentissage, comme vous l'avez compris, on donne des IRM à l'intelligence artificielle pour qu'elle apprenne, mais après on a besoin de savoir si elle a vraiment correctement appris son travail, donc on garde de côté des IRM qu'on ne lui présente jamais, et après, a posteriori, on lui présente et on évalue le résultat de ce que ça donne sur ces IRM-là qu'on avait mis de côté. Pour pouvoir évaluer le résultat, on utilise ce qu'on appelle un indice de Dice. Donc, intuitivement, en fait, ça permet de comparer finalement le résultat avec ce que nous on aimerait qu'il obtienne. S'il n'y a aucune correspondance du tout, on a un indice de Dice à 0. Si on a une correspondance parfaite qui est en bas, on a un indice de Dice à 1. Et entre les deux, en fait, intuitivement, c'est un peu une sorte de taux de correspondance, une sorte de pourcentage de correspondance entre le résultat qu'on a obtenu et ce qu'on lui avait donné. Donc, si c'est pas peut-être ça mathématiquement, c'est intuitivement on peut le voir comme ça. Donc, j'ai réalisé 20 segmentations manuelles d'IRM d'enfants qui avaient une malformation de 3 mois à 13 ans à peu près. La base de données va jusqu'à 18 ans, mais j'ai sélectionné des âges assez variés, de manière à vérifier qu'après il était capable d'apprendre par rapport à différents âges possibles. Et il y avait à peu près autant de filles que de garçons dans les IRM que j'ai segmentés. En prévision de la suite du projet, je n'ai pas segmenté que le tissu osseux, j'ai fait aussi les artères, les veines, la vessie, le rectum et le sigmoïde. Les résultats statistiques, en fait là je compare en fait au début du projet après. Alors évidemment il y a beaucoup, c'est un peu comme tout à l'heure on parlait de la modélisation et tout ça, il y a énormément de paramètres à régler pour l'apprentissage. Ça demande de faire beaucoup de tests, de changer certains paramètres pour lui dire à quelle vitesse il est censé apprendre pour pas qu'il apprenne trop par cœur ou à la fois qu'il arrive à généraliser le problème. Et donc on voit une grosse partie du travail a été finalement de réussir à réduire l'écart entre le pire résultat et le meilleur résultat de manière à ce que quand on lui donne une IRM, c'est très bien si de temps en temps ça marche très bien, mais si de temps en temps ça fait n'importe quoi, c'est pas très intéressant. Donc on voit à la fin que au niveau des résultats, on a une variation du DICE entre 0,74 et 0,85 avec une moyenne à 0,80. On va voir visuellement à quoi ça correspond tout ça. Donc deux exemples. Un garçon de 7 ans, sur la partie droite on voit la reconstruction manuelle réalisée à la main, donc avec le données graphique. Après, j'ai aussi appliqué, pour que ce soit plus joli, un petit lissage informatique pour que ce soit vraiment plus joli. Alors qu'à gauche, par contre, c'est la reconstruction automatique par l'intelligence artificielle après apprentissage, où là, il n'y a pas du tout de lissage, ça sort tel quel, et c'est ce que ça donne sans faire du tout d'amélioration en post-traitement. Donc on voit que c'est assez fidèle finalement à la segmentation manuelle, il y a quelques petits défauts, mais globalement, on est assez satisfait de ça. Et pour donner une idée, ça c'est un DICE à 0,83. Donc assez proche de la moyenne des résultats. C'est un résultat assez typique finalement de ce que j'obtiens. Un deuxième exemple intéressant parce que cet enfant il a 2 ans, il a seulement 2 ans, il est beaucoup plus petit. Donc on voit déjà que le réseau de neurones a réussi à apprendre à correctement faire la fonction 3D de différentes tailles d'enfants finalement, avec des grosses variations. Et ce qui est surtout intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a une agénésie sacrée, et que malgré le fait que dans les IRM d'apprentissage, il n'y avait pas d'autre agénésie sacrée, il a quand même réussi finalement à apprendre à reconnaître le tissu osseux correctement, suffisamment en tout cas, pour réussir à segmenter le sacrum malgré sa malformation. Au niveau des discussions, donc, comme on voit, on a finalement des segmentations avec des DICE avec une moyenne à 0,80 qui sont données des résultats qualitatifs satisfaisants. Avec une bonne performance multi-échelle, en particulier, il est capable de segmenter, de faire la fonction croisée sur des âges très variés, de 3 mois donc là jusqu'à 13 ans. Et alors, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'il ignore correctement les fémurs. Ce que je veux dire par là, c'est que là, sur ces bassins, on voit qu'il n'a pas segmenté les fémurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début de l'apprentissage, dans le processus d'apprentissage, on voit qu'au début, il segmente les fémurs, puisque c'est du tissu osseux finalement, et qu'au fur et à mesure qu'on lui donne des exemples, il finit par remarquer de lui-même qu'on n'a jamais mis dans ce qu'on aimerait obtenir les fémurs, et il finit par apprendre tout seul qu'en fait,
même si le signal correspond à un signal de tissu osseux, on n'en veut pas, donc il finit par apprendre de lui-même à reproduire ce que l'humain lui demande, ce qui est à la fois, comment dire, ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient, puisqu'il finit aussi par apprendre les bêtises qu'on peut lui donner. Donc il faudra faire attention à ce qu'on lui donne quand même dans son apprentissage. En conclusion, on voit que la reconstruction 3D du tissu osseux par deep learning est très efficace. Et là, un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que malgré un nombre très limité d'IRM et une puissance de calcul modeste, quand on parle d'intelligence artificielle, on a toujours l'image un peu de il faut être Google, avoir plusieurs millions de dollars et avoir des milliers de données pour pouvoir avoir des résultats en intelligence artificielle. Là, on voit qu'avec très peu d'IRM, finalement, on a des résultats qualitatifs très intéressants. Et au niveau de la puissance de calcul, j'utilise un ordinateur qui a à peu près 4 ans d'âge, qui n'est pas du tout un super calculateur qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait avoir besoin. On voit en plus que c'est une approche d'apprentissage automatique assez générale. On lui donne des IRM en entrée, ce qu'on aimerait obtenir en sortie, et on le laisse apprendre. Donc on peut imaginer qu'on peut l'appliquer à beaucoup d'autres problématiques. En particulier, évidemment, au niveau des perspectives, la génération d'autres organes, puisqu'après tout, vu que c'est très général comme approche, pourquoi se limiter au tissu osseux? C'est justement la suite de mon travail. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire. Et évidemment, après, il faudrait évaluer l'impact clinique des modèles 3D. C'est déjà un petit peu fait dans le laboratoire, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de vous en parler. Et puis, dans un futur un peu plus à moyen terme, on va dire, on aimerait travailler sur les lignes de réalité augmentée de manière à, en paire opératoire, projeter l'image holographique de l'imprimante 3D pour aider le chirurgien, par exemple, à savoir où sont les nerfs en temps réel pendant l'opération. Alors, ça paraît un peu de la science-fiction, mais l'année dernière, il y a un chirurgien orthopédiste qui a fait une première abyssée à Bobigny sur la prothèse d'épaule, où il voyait en paire opératoire, grâce à la réalité augmentée, la position de l'épaule, comment était l'articulation, et donc on aimerait généraliser ça évidemment à la chirurgie pelvienne de l'infantique. Et donc c'est pour ça que je poursuis ce travail par une thèse de science, de la même direction. Et juste pour terminer, je termine par deux petites illustrations où j'ai repris le même réseau de neurones que j'avais entraîné sur le tissu osseux. J'ai pas sur ces exemples-là, je n'ai pas encore modifié tous les paramètres de réglage pour essayer d'améliorer les résultats. J'ai juste lancé tel quel sur tous les organes que j'avais segmentés pour voir ce que ça donnait, s'il était capable finalement, en ayant appris sur le tissu osseux, à faire le reste. On voit qu'on a quand même des résultats assez intéressants avec un garçon de 7 ans avec un syndrome du Curarino. On voit évidemment il y a des défauts sur les artères et les veines, mais on voit quand même qu'il a réussi, évidemment le tissu osseux, mais la vessie, on voit qu'il a réussi aussi à faire le côlon. J'ai mis en transparence et en profil l'os pour qu'on puisse bien voir la reconstruction du côlon et du rectum. Et deuxième exemple, une fille de 9 ans avec un cloaque, où là aussi, à nouveau aussi à reconstituer le cloaque. Alors il s'est arrêté assez bas, mais parce que dans les exemples que je lui donnais, je lui demandais de s'arrêter bas, donc le même que pour le fémur, il a appris à s'arrêter sur le côlon assez bas. Donc c'est pour ça que ça n'est pas aussi joli que sur la construction manuelle. Et voilà, merci de votre attention. Merci, c'est assez fabuleux, je vais reconnaître. Parce que là, on voit des images, mais donc en fait, la machine, elle va remplacer l'homme. On imagine qu'avec ça, il y a un diagnostic qui va sortir sans qu'il y ait besoin d'un radiologue pour nous dire, ou d'un chirurgien pour nous dire ce qu'il en est. C'est une autre problématique. Là, c'est ce qu'on appelle la segmentation. Pour faire un diagnostic, on a ce qu'on appelle la classification. Par exemple, il y a beaucoup de projets où on lui donne des radiothorax, par exemple, on lui dit est-ce qu'il y a un pneumothorax, ça c'est une autre branche de l'intelligence artificielle qui se résout de manière un peu différente, similaire mais de manière différente. Le souci de toutes ces approches-là, c'est que c'est un peu boîte noire en fait. Vous voyez, on a un réseau de neurones, on lui donne des entrées-sorties, il apprend, il fait ses interconnexions neuronales à l'intérieur, mais il n'est pas capable de nous justifier le résultat. Et donc la difficulté au niveau médico-légal, et même au niveau médical tout court, c'est que s'il nous donne un diagnostic mais qu'il n'est pas capable de le justifier, c'est difficile pour nous de le suivre en fait. Donc là, il y a de plus en plus de projets qui se créent, où par exemple, il y a un concours en ce moment sur Tiger, où il faut diagnostiquer une pneumopathie, mais il faut aussi pouvoir encadrer la région qui a permis à l'intelligence artificielle de justifier qu'il pense qu'il y a une pneumopathie. Sinon, on a un gros problème de fiabilité, médico-légal surtout, parce que s'il fait une erreur, qui est responsable? Et la réalité augmentée là, pour opération, évidemment, c'est très intéressant. Moi, je fais de la chirurgie vasculaire, je travaille déjà en 3D grâce aux reconstructions des logiciels, etc. Donc ça a été une amélioration, mais juste incroyable, spectaculaire. Je pense que là, il y a encore une étape supplémentaire avec la réalité virtuelle, si on voit en opérant les organes qu'il ne faut surtout pas toucher.
touché. Là, c'est un énorme progrès. Oui. On en est loin, ça, d'application quotidienne? Il y a d'autres problématiques parce qu'une fois qu'on a la reconstruction 3D de la science, il faut réussir en temps réel à faire ce qu'on appelle un recalage en temps réel sur l'anatomie humaine. Si on l'applique à un robot comme le robot Da Vinci, c'est un peu plus facile parce qu'on pourrait intercepter les mouvements de caméra, faire un recalage initial au début de l'opération et après, en sachant les mouvements de caméra, modifier l'orientation du modèle 3D. Si on lui dit une réalité augmentée avec des lunettes telles que celles de Microsoft, beaucoup plus difficile parce qu'il faut avoir des repères qui nous permettent en temps réel de faire du recalage. Par contre, effectivement, c'est intéressant parce que grâce par exemple au travail du Dr Müller où on réussit à visualiser les nerfs pelviens, dans le cas où par exemple il y a une tumeur et on aimerait retirer cette tumeur et qui est proche où les nerfs sont proches de la tumeur, on pourrait du coup visualiser en opératoire où sont les zones difficiles et de faire attention. J'ai une petite illustration ici où on voit une tumeur au dépend de S2 et avec la visualisation des nerfs juste derrière qui permettrait de faire attention en opératoire, mais pour l'instant c'est proche, mais pas non plus, ce ne sera pas demain, ça va prendre encore quelques années pour vraiment marcher correctement. Il faut qu'on reste intelligent, l'artificiel. Est-ce qu'il y a des questions